Alors, on va analyser aujourd'hui Transocéan. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est en description de la vidéo. Donc, ce n'est pas un choix personnel par rapport à cette compagnie. Donc, la personne m'a demandé qu'est-ce que je pense de la compagnie qu'on appelle Transocéan, du moins quantitativement. J'aime bien toujours aller regarder le secteur d'activité et l'industrie dans laquelle on opère. Ayant déjà analysé le secteur d'activité, je sais que en date d'aujourd'hui, les compagnies pétrolières freinent des quatre fers pour dépenser le moins possible. OK? Donc, Transocéan étant un prestataire de services dans cette industrie-là, va avoir tendance également à subir un tout petit peu. Et donc, dans cette industrie, j'ai déjà été actionné de Transocéan il y a très longtemps, donc aux environs ici de fin 2013, début 2014 ici. Et je sais que c'est un business qui est très, très compliqué. Nous sommes des price takers. On ne fixe pas le prix. On prend le prix du marché en date d'aujourd'hui et tout ce qu'on a à faire, c'est de gérer les coûts de production, d'exploitation. D'accord? Donc, sachant cela, quand je regarde du Transocéan, voir un revenu pareil, ça ne m'inquiète pas parce que c'est un business qui est cyclique. Ensuite, il faudrait voir à Transocéan, ils sont spécialisés exactement dans quel type d'appareil, parce que je pense ils proposent ici des services pour l'extraction du pétrole, notamment appelés les plateformes pétrolières en haute mer. Est-ce qu'ils le font également sur terre ou bien juste pas en haute mer, mais à côté du rivage, on va le dire comme ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Plus on s'en va en haute mer, plus ça coûte cher, plus on se rapproche du rivage, moins ça coûte cher. Et également, s'il y a plus de pétrole sur terre, enfin, en zone terrestre ici, il y a de fortes chances que si on ne propose pas ce type de produit-là, qu'on ne gagne pas d'argent. Okay? Donc, il faut toujours aller vérifier qu'est-ce qu'on fait précisément. Quelle est la zone géographique d'opération? Ah oui, c'est important. Revenus, on a à peu près 3,7 milliards. Regardez également qui sont nos plus gros clients. Est-ce qu'ils sont solvables? Okay? On a 3,7 milliards aujourd'hui. On a une certaine croissance sur les derniers mois, tant mieux. Mais comme je dis toujours, faites attention à la croissance faites toujours attention à la croissance sur ce type d'appareil, de ce type d'entreprise. Toujours aller vérifier provient d'où la croissance. Je regarde le revenu. On a un revenu, pas le revenu, la marge brute. On a une marge brute qui est sur les 5 dernières années aux alentours de 35%, alors qu'on a connu des marges brutes aux alentours de 41% précédemment. Donc, ça se voit ici que ce business-là souffre. Maintenant, est-ce que le prix le journalier pour les produits qu'on propose est à un niveau très bas par rapport à ce qu'on a connu entre 2014 et 2018? Toujours aller vérifier. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une entreprise qui fixe le prix. C'est un price taker. Et quand on est dans ce genre de business-là, on doit gérer les coûts. Marge EBITDA, même chanson. Marge EBITDA également plonge. On a aux alentours de 32% par là. Mais je peux quand même dire que vu la marge brute et la marge EBITDA, ça reste une certaine stabilité, n'empêche. Je sais que l'environnement n'est pas facile du tout. Net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Déjà en net income, vous allez voir qu'on ne gagne pas d'argent. OK? Mais attention, toujours aller vérifier les free cash flows. Peut-être qu'on ne gagne pas d'argent parce qu'il y a énormément de dépréciation et amortissement. Mais c'est également un business à capital intensif. Le matériel qu'on utilise, on doit pouvoir le remplacer le moment venu. Et le prix d'une plateforme pétrolière a tendance à fluctuer avec le temps. Le prix ne baisse pas, il augmente plutôt. OK? Donc oui, on a des free cash flow positifs. Mais est-ce qu'on a des free cash flow positifs parce qu'on a moins investi dans le business? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais comme vous pouvez déjà le voir ici, c'est une entreprise qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais on peut quand même dire que sur 20 ans, ils ont perdu de l'argent 4 fois. Sur 10 ans, 3 fois. Sur 5 ans, 2 fois. Ils ramènent de l'argent. C'est possible. D'accord? Dette net sur EBITDA. Si vous prenez dette net sur EBITDA, ça prendra en considération l'EBITDA d'aujourd'hui. Or, il faut la prendre dans la durée. Il faut toujours reconstruire En fait, quand vous avez une compagnie pétrolière ou une compagnie qui exerce dans le secteur de l'énergie, vérifiez toujours s'il faut normaliser les résultats. Et s'il faut normaliser les résultats, ça veut dire que l'EBITDA qui est affiché en date d'aujourd'hui, je ne vais peut-être pas le prendre comme l'EBITDA moyen. D'accord? Donc, sur les 5 dernières années, nous avons une entreprise qui gagne à peu près 1 milliard par là, en termes d'EBITDA. 1 milliard par rapport à la dette nette,
Ça reste une estimation, d'accord? On ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. On a quelque chose aux alentours de 6 milliards 400 de dettes. Normalement, ce sont des entités qui doivent avoir minimum aux alentours de une fois, non pas une fois, 3 fois l'EBITDA pour ce genre d'entreprise. Idéalement, elles ne devraient même pas être endettées. Parce que quand le cycle se retourne, il faut avoir la capacité de souffrir. Est-ce qu'elles ont la capacité de souffrir? Ça va dépendre des échéances de remboursement à venir. Donc, vous ne pouvez pas les estimer en regardant uniquement les chiffres. Mais ça vous donne déjà une idée générale de quel type d'entreprise, du type d'entreprise qu'on a face à nous. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Non. Donc, je sais déjà à partir de maintenant que je ne sais pas une entreprise que je vais mettre dans ma watchlist. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à analyser ce type d'entreprise au-delà des chiffres. Une analyse quantitative, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mais ça me permet uniquement de sélectionner lesquels méritent mon attention en profondeur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur Transocéan. On peut gagner de l'argent sur des entreprises qui n'ont même pas de revenus. Donc, ce n'est pas à ce niveau-là que se trouve le débat. On veut pouvoir investir à long terme sur des entreprises à des prix intéressants en date d'aujourd'hui et essentiellement des entités qui ont des avantages concurrentiels. Est-ce que c'est le cas de Transocéan? Il n'y a pas d'avantage concurrentiel ici. Si je vous donne 1 milliard, vous pouvez à peu près acheter les mêmes... Pas au même volume, mais vous pouvez acheter à peu près les mêmes plateformes pétrolières que Transocéan en date d'aujourd'hui. Une entreprise qui pourrait m'avoir un pricing power, c'est la compagnie qu'on appelle National Oilway Varco, ticker symbol NOV. C'est un fournisseur de Transocéan. Allez-y, regardez. Les chiffres ne sont pas intéressants à regarder, mais questionnez le business model. Allez au-delà des chiffres. Vous allez voir que le vrai business ici, c'est la maintenance. Or, si cette compagnie se retrouve... Même si elle ne signe pas de contrat, elle doit maintenir les plateformes pétrolières. Et ça permet d'avoir des revenus récurrents pour National Oilway Varco. Mais revenons sur Transocéan. Idéalement, pour analyser, c'est toujours mieux de les acheter en dessous du tangible book value. Et encore, un tangible book value qui a tendance à croître et non à diminuer. Est-ce que c'est le cas ici? Je vais juste... on va regarder ça. Quel est le tangible book value de cette compagnie en date d'aujourd'hui? Donc, si l'entreprise vend tous ses actifs à leur juste valeur comptable, dont la valeur qui est dans le livre, ça ne veut pas forcément dire que ça sera exactement ça qui va être payé, mais si elle les vend à cette valeur-là, elle n'aura pas plus, elle va recueillir près de 10 milliards de dollars en tangible book value. Comme on peut le voir ici, la fluctuation n'est pas énorme par rapport au passé, mais il y a une chose qu'il faut regarder. Et quand je prends le tangible book value par action, vous allez voir qu'on aura quelque chose de différent. On a une baisse, n'est-ce pas? Mais la baisse est plus élevée. On a presque perdu la moitié ici. Pourtant, on n'a que une variation de... Ce n'est pas 50% en moins, je pense une variation de 33% en moins par rapport aux 10 milliards qu'on avait, aux 15 milliards qu'on avait ici. OK, j'ai bien dit 33%. Si vous faites 10 divisé par 15, je pense que vous arrivez à ce niveau-là. Si vous faites 10 multiplié par 1,5, vous arrivez à 15 milliards, c'est ça qui fait 15%. OK? Donc, si vous baissez s'il y a une baisse de 33%, signifie ici que pour revenir à peu près à l'équilibre, il faut une augmentation de 50% à partir du point le plus bas. OK? Donc, c'est vraiment 33%. Donc, on a à peu près quelque chose comme ça dans cette zone-là. Et vous voyez qu'en termes du nombre d'actions, du book value par action, on a une baisse drastique. Pourquoi? J'ai dit tangible book value par action. Tout simplement parce que le nombre d'actions a augmenté. Pourquoi le nombre d'actions a augmenté? Parce qu'il faut s'autofinancer. L'entreprise n'arrivait pas à s'autofinancer. Aussi simple que ça. Donc, il a fallu lever du capital. Donc, peut-être pour faire des acquisitions, pour renforcer les équipements, ce genre de choses. Donc, je peux déjà voir ici qu'en termes de discipline, en termes d'allocation du capital, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a 11 milliards 500, on a 11,56 $ par action. Vous allez vous dire, c'est sous-évalué. À une époque, on avait 20 $ par action. Quand je dis qu'à une époque, c'était à peu près aux alentours de 2018. Qu'est-ce qui me fait penser que dans 5 ans, on n'aura pas plutôt 5 $ par action, avec le même book value? Tout simplement parce que le nombre d'actions aura doublé. Donc, je ne pourrais pas dire ici que l'entreprise est sous-évaluée. Enfin, si je décide d'acheter cette entreprise au prix actuel, et je dis bien si je décide de le faire, je ne dois pas mettre une grosse partie de mon portefeuille. Et le meilleur moyen même de le faire ici, c'est... Oui, vous pouvez prendre le tangible book value, ça montre que c'est sous-évalué, mais également, vous pouvez prendre le free cash flow moyen ici, disons sur une dizaine d'années. Ça vous donne à peu près 280 millions. Je n'achète pas plus de 10 fois les bénéfices, ça me donne à peu près la valorisation actuelle.
Ça fait 2 milliards 800 divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près la valorisation actuelle. Donc, on se dirait que l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, si le marché s'emballe dans les années à venir et que dépendamment de ce qu'elle a choisi faire ici, du service qu'elle propose aux compagnies pétrolières, si on a de plus en plus besoin d'elle, les prix vont peut-être augmenter. Mais ça, je n'en sais strictement rien du tout. Et je n'ai pas envie de me casser la tête par rapport à ça. En termes de free cash flow, on s'attend à des free cash flow plus élevés demain, de l'ordre de 600 millions. À 10 fois les revenus, ça reviendra à peu près au double du prix qu'on a présentement. Donc, ça, on se dira qu'il y a une opportunité. Mais il ne faut jamais croire, il faut toujours prendre avec des pincettes, de manière générale, les estimations, et encore plus sur les compagnies du secteur de l'énergie. Comme vous allez le voir ici sur Fastgraph, c'est pour ça que j'aime bien Fastgraph, il y a 38% de chances qu'ils aient raison. 60% du temps, ils se trompent. Donc, je ne peux pas croire à ce que les analystes me rendent compte aujourd'hui parce que ça fait, voilà, on va se dire ici que 2 fois sur 3, ils se trompent. D'accord? Et pas parce qu'ils sont nuls, mais tout simplement parce que c'est un business imprévisible. Donc, Transocéan ne mérite pas votre attention si vous recherchez de la qualité à bon prix. De manière générale, si vous recherchez de la qualité, ce n'est pas sur Transocéan. Donc, pour moi aujourd'hui, oui, c'est sous-évalué quantitativement par rapport au book value, mais nous avons vu ici que c'est un book value qui a tendance à décroître dans le temps parce que le nombre d'actions augmente de plus en plus. Pas de dividendes, pas de rachat d'actions, la question ne se pose même pas. Et en plus, comme je l'ai tantôt mentionné, ce genre de business ne doit pas avoir de dette. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez également des questions particulières par rapport aux différentes entreprises que vous aimeriez qu'on analyse, vous pouvez nous rejoindre dans le Top Premium. Il y a également d'autres éléments à l'intérieur. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Pour moi, Transocéan ne mérite pas avoir une place dans ma watchlist et l'avenir nous dira si j'ai eu tort ou raison. Mais pour le moment, je ne regrette pas de faire ce choix-là en date d'aujourd'hui. Merci, au revoir.